Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mardi, c'est avec l'équipe de mardi, bien entendu, Ambroise Ponjo du journal des Guardians qui va nous rejoindre d'un instant à un autre, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, Fioklou Adangoulou, le patron du journal L'Enquêteur, on sera également rejoint en studio par Joël Lega, le patron du journal Fraternité. Ensemble, nous reviendrons sur beaucoup de sujets, nous parlerons bien sûr politique avec la situation du Togo et cette autre réaction depuis hier soir chez nos confrères français, France 24, puis ce matin sur RFI du président guinéen, le professeur Alpha Condé, par rapport donc à l'impératif de l'élection au plus tard le 28 novembre prochain. Il n'a jamais été question que le gouvernement organise les élections avant le 28 novembre, a-t-il déclaré. C'est une date indicative. On reviendra un peu sur le sujet. Nous aborderons la question liée aussi à la corruption. Vous savez que le sujet était au centre de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine le week-end dernier. Et nous nous interrogerons par rapport au développement de l'Afrique. Et puis nous parlerons des problèmes sociaux comme la location ou les coûts locatifs de logement dans notre pays selon un classement rendu public ce matin par le journal La Vision d'Afrique. Notre capitale Lomé se trouve être l'une des capitales où les coûts des loyers sont exorbitants. Le Togo dépasserait Rabat, le Maroc, Kigali au Rwanda ou Alger. On s'interrogera sur le sujet. Il y a une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Nous allons commencer par le quotidien Forum de la semaine. Forum de la semaine qui parle du développement avec le forum politique de haut niveau de 2018 sur le développement durable qui débute le 9 juillet prochain. Vous lirez l'article dans le journal. Éducation, les enseignants togolais sont désormais particuliers, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'amélioration et la modernisation du réseau routier national vers l'élaboration du budget, programme, exercice 2019. C'est à découvrir dans le quotidien Forum de la semaine. Le quotidien Liberté, le confrère parle de la sortie définitive de crise avec les propositions remises par la coalition de l'opposition aux facilitateurs. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis délégation de l'Union européenne au Togo, le chef de la division politique dans l'œil du cyclone, se demande notre confrère. Le journal qui revient également sur le sommet CEDEAO CAC prévu à Lomé dans une dizaine de jours. Les drapeaux pour la circonstance commandés depuis l'Allemagne, révèle ce matin le quotidien Liberté. Il y a le quotidien Togo matin qui est aussi dans les kiosques. Le confrère revient sur le 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Le Togo préside désormais le Conseil de paix et de sécurité. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'article sur la conférence de presse du NET, le nouvel engagement togolais de Jerry Taman qui se prononce donc sur le dernier round du dialogue inter-togolais. Et puis dossier sur le testament, acte de dernière volonté, dispositions et clés. C'est ce que vous lirez dans le quotidien Togo matin. Il y a le billet hebdomadaire L'Alternative. Le confrère évoque le compte à rebours 2020. Faure Gnassingbé a-t-il encore son destin en main? C'est l'interrogation du journal L'Alternative. Crime économique en Afrique. Togo, un pays corrompu au sommet anti-corruption de Nouakchott, écrit le confrère L'Alternative. Le journal qui analyse en fait le communiqué ou l'interpellation de la Ligue des consommateurs du Togo. La Ligue qui interpelle donc la haute autorité de la lutte contre la corruption et les crimes assimilés sur les scandales financiers et économiques. Vous lirez l'article dans le journal L'Alternative. Il y a l'éveil de la nation, l'éveil qui parle également du sommet de l'Union africaine. Le Togo
prend la tête du Conseil de paix et de sécurité. Et puis retour sur le voyage de Faure Gnassingbé au Nigeria, convocation ou visite d'amitié et de travail. L'interrogation à lire dans le journal Le Confrère qui évoque également le cas de Daman Dabani. Vous savez qu'il a annoncé que la prochaine magistrature ne sera pas candidat. Alors, fin de mandat de la 4e législature de la 4e République, Daman Dramani invite la classe politique au patriotisme afin d'écourter les prolongations aux députés. Vous lirez l'article dans le journal L'éveil de la Nation. Le Confrère qui nous renseigne que Togo Cellulaire devient le premier opérateur à lancer la 4G au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi le journal Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui parle de la 24e enquête sur le coût de la vie en Afrique. Une constance qui suscite interrogation. Le Togo, un pas de bonne loi, écrit notre confrère. Déboire financier au port autonome de Lomé, le Togo trébuche sur le règlement 14 de l'UEMOA. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet, c'est journée mondiale sans sac plastique, c'est aujourd'hui. Le Bénin prend une décision courageuse aux conséquences dommageables au Togo. Mais pour comprendre le sujet, vous lirez l'article dans le journal Vision d'Afrique. Il y a aussi le médium politique de l'illusion d'une transition politique au Togo. Et puis, amélioration du climat des affaires. Le Parlement adopte une loi modificative sur le BIC. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est l'équipe sportive, le bimensuel, qui publie un dossier sur le football, fin championnat D1, à l'abri du pire, mais le confrère qui allume ses projecteurs sur les violences, le verre qui a failli gâcher la fête, l'arbitrage un pan, et puis chasse aux techniciens. Vous lirez tout ça dans le journal. Et puis réaménagement du stade municipal de Lomé, tous les regards tournés vers la Confédération africaine de football. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Koroki, ça vous le savez, champion du Togo, bonus 100%. Écrit le confrère l'équipe sportive. Alors dans les kiosques ce matin, il y a, outre l'équipe sportive, vous avez le journal Le Médium, il y a Vision d'Afrique, le quotidien Togo Matin, il y a le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative, il y a aussi l'Union pour la Patrie. Vous avez le quotidien Liberté et le quotidien Forum de la... Taxi FM, la seule radio d'information continue. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM Lomé avec Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Fioclou, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux passagères et aux passagers de Taxi FM. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je me porte bien ce matin. Merci de nous avoir rejoints ici en studio, le studio blanc de Radio Taxi FM. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de Taxi. Merci d'être là. Ambroise, bienvenue, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Taxi FM. On sera rejoint tout à l'heure par le confrère Joël Ega du journal Fraternité. Mais Ambroise, vous étiez témoin ce matin d'un sitting des employés de l'hôtel Bellevue. Alors, on va situer l'hôtel Bellevue, c'est juste derrière l'ambassade d'Allemagne au Togo, un peu au niveau de la plage à Kodjovia-Kopé. Il se trouve, comme dans plusieurs entreprises aujourd'hui, il semble que ça fait légion, où vous travaillez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y en a même qui travaillent pendant toute une année, ils n'ont pas de salaire. C'est leur cas aujourd'hui et leur situation se complique de jour en jour. Oui, vous savez que c'est vrai qu'on est en crise. Et quand on parle de crise politique, ça joue en même temps la crise économique. Bien sûr. Et les hôtels, c'est vrai, les hôtels sont les premiers à en avoir le coût. Vous savez, l'argent a horreur du bruit. Ça veut dire les investissements ont horreur des bruits de bottes et des incertitudes. Donc, vous n'aurez personne qui viendra chez vous pour investir tant qu'il y a une incertitude politique. Parce qu'on ne sait pas quand ça va crépiter, ce qu'on ne souhaite pas, on ne sait pas quand ça va créer des grabuges. L'hôtel Bellevue, comme tu l'as dit, est situé juste derrière l'ambassade d'Allemagne, en face de la résidence. C'est un hôtel qui est de la main de 2 Français. C'est leur propriété. Mais avec les difficultés, ils sont obligés de... C'est un hôtel fréquenté par les expatriés. Hein. Énormément d'expatriés. Oui. Et ils font beaucoup de travail à l'ambassade de France, à l'ambassade d'Allemagne. Oui. Actuellement, même, il y a encore des clients qui sont des Chinois, des Japonais, qui sont là actuellement.
Sauf que l'hôtel a des difficultés. L'hôtel a fait des prêts pour pouvoir remonter la chose parce qu'il y a le grand bâtiment qui a une vue qui balaie la résidence de l'ambassade sur la mer, oui. qui est en délabrement. Donc, c'est tout un espace. Il y a une piscine. Donc, il y a au moins 70 employés, 70 à 80 employés, mais qui sont aujourd'hui réduits à 40 parce que certains ont ils ont abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis un certain temps, il y a un problème de paiement de salaire. Et les deux Français employeurs, il y a un qui est basé en France, il y a l'autre qui est ici, ils ont dû délaisser l'hôtel. Et ils l'ont confié, ça a été une question de justice. La justice a confié l'hôtel à un administrateur provisoire, donc l'État togolais, qui a choisi quelqu'un. Et c'est ce monsieur-là qui est en train de commettre tout un gaffe. Le problème, c'est quoi? Il y a des arriérés de salaire que les ex-employeurs devaient payer, qui n'ont pas payé. Celui-là qui est arrivé n'a pas voulu, il dit qu'il n'est pas concerné. Alors, le reste des mois que lui-même, il a eu à gérer par rapport aux employés, ça aussi, ça ne peut pas. Ceux qui sont au-delà de 100 000 francs sont revenus à 30 000, selon les dires. Sans blague. Oui. Maintenant, il dit aux gens qu'il va les libérer. C'est-à-dire un licenciement, mais ils vont lui payer le quart de leur salaire. Ce qui, franchement, pour ne pas avoir été, ne s'être pas rentré dans ses droits pendant 6 mois, et maintenant on vous dit on va vous payer. Vous avez dit, il y a des gens qui sont des pères de famille, des mères de famille qui sont là depuis plus de 10 ans. Et maintenant, ce qui sonne grave, c'est qu'ils recrutent encore d'autres personnes. c'est là où se trouve le problème. Bon, vous êtes un administrateur provisoire, vous constatez qu'il y a une faillite qui ne dit pas son nom, vous décidez, soit avec le concessionnaire ou l'État qui prend la chose, vous constatez les faits, vous liquidez l'hôtel, les passifs et les actifs, vous les rangez à qui de droit. Maintenant, vous ne dites rien, vous voulez en profiter sur le dos de ceux qui ont travaillé avant votre arrivée. C'est ce que nous on a eu à constater. Il a recruté certaines personnes, il y a 2 ou 3, 4 personnes, au détriment de la situation qui prévalait. Donc, ce matin, les employés ont voulu faire un sit-in pour alerter l'État ou ceux-là qui ont confié cette administration provisoire à ce monsieur, un certain Maman Ahmed, son nom même m'échappe. Donc, actuellement, il n'est pas venu, mais il a envoyé des comment vous les appelez, des vigiles, au lieu des policiers peut-être, pour pouvoir sécuriser les lieux. Mais les employés n'ont pas voulu rentrer dans l'enceinte. Ils sont restés au-devant, une quarantaine de personnes. La majorité, c'est des femmes, bien sûr. Il y a aussi des hommes. Donc, c'est une situation déplorable que moi, je suis allé constater là-bas. Et parce qu'il y a certains qui ont des enfants. Bien sûr. Il y a même des gens qui sont enceintes. Oui. Donc, je me dis que l'État doit rapidement jeter un regard sur la situation là. Soit il décide de liquider l'hôtel, on regarde ensemble le passif et les actifs, on voit ce qu'on va faire pour ceux qui ont travaillé là-bas, pour les libérer. Au lieu que... Un petit peu comme ce qui s'est passé à l'hôtel Palm Beach. Peut-être Ibis aussi, mais Ibis, pour le moment, n'est pas rentré dans le rouge. Tous sont pratiquement dans la zone rouge, sauf qu'il y a toujours des négociations. Il aurait pu négocier avec les employés. Voilà la situation. Je voudrais libérer certaines personnes, au moins peut-être la moitié, mais en vous donnant temps, et les autres, on va voir comment gérer ça. Il n'a pas fait ça. Il fait sa tête, et le grave, c'est qu'il recrute encore d'autres personnes. Donc, c'est la situation que les employeurs ont voulu présenter ce matin. Je ne sais pas si les confrères ont un commentaire à faire autour de cette affaire. C'est vrai que ça fait le géant quand même, hein, oui, dans la zone franche. Il est vrai. Dans les hôtels. Il est vrai que des hôtels ont ces derniers temps eu des difficultés. Et Palm Beach a fermé et d'autres aussi ont fermé leurs portes. Mais s'il y a des difficultés pareilles à l'hôtel Bellevue, et que les anciens sont sur le carreau, et que les recrutements se font, là, il y a problème. C'est ce que moi j'ai à dire. Là, il y a problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème.
Non, mais ce que nous allons souhaiter, c'est que la situation politique se normalise au Togo. Vous savez que ce sont les corollaires de la crise que nous connaissons dans le pays. Les opérateurs économiques ont eu à le signifier, que la crise que nous connaissons actuellement affecte dangereusement leurs activités dans le pays. Donc je peux dire que ça fait l'une des conséquences de cette crise au Togo. Donc il faudrait que les acteurs politiques aillent vite pour que les choses se normalisent. Et en dehors de ça, comment les appelle-t-on là, les inspecteurs du travail et des lois doivent commencer aussi par assister ces sociétés ou bien ces établissements où il y a des problèmes et essayer de les conduire vers des négociations à l'amiable pour qu'il n'y ait pas des dérapages, parce que nous avons constaté qu'il y a certains opérateurs qui se comportent comme en territoire conquis. Ils ont le droit de tout sur leurs employés, viennent, ils virent les gens à cette été comme ils le veulent. Je pense que si les inspecteurs du travail rentraient en ligne, en jeu ou bien en ligne de compte, je pense que ça pourrait dissuader certains de ces opérateurs-là. Il y a dans certains c'est par pure malice. On recule, on essaie de trimballer les employés comme ça sur une période d'année. Après on dit bon, on n'a pas assez de ressources, bon vous allez voir, on peut vous trouver quelque chose, ou bien si vous voulez vous continuez. Mais comme la crise aussi dicte sa loi aux populations, il y a aussi le problème du chômage. Ça fait que certains employés sont contraints de suivre les caprices de ces opérateurs. Mais si on a un état fort, on a surtout cette institution de la direction de l'ordre du travail qui accompagne véritablement les employés, je pense que ça pourra aussi améliorer un tant soit peu les conditions de vie de nos compatriotes qui travaillent dans ces établissements tenus par les expatriés. Cette situation au dos de la crise politique que nous traversons, cette crise aiguë là est née il y a 10 mois environ, mais le problème est sur le tapis depuis des années. J'évoquais le cas de la zone franche où régulièrement il y a une ONG qui s'appelle SAD qui en parle tout le temps, où même le mouvement Martin Luther King revient largement sur le sujet. D'ailleurs, ça lui vaut beaucoup d'interpellations au niveau de la justice. Il y a d'ailleurs 2 procès qui lui sont collés à la peau. Est-ce que le problème n'est pas en réalité global, où dans la zone franche, des gens travaillent? Non, il y a une situation. À la fin, ceux pour qui on travaille disent que bon, écoutez, il n'y a pas d'argent, on ne vous paie pas. Il y a, on vous le dit, si vous avez plus de chance, on vous dit rien, c'est moins de chance. Ouais. Bon, il y a une situation assez particulière au niveau de la zone franche. Je pense que les autorités doivent voir cette situation depuis que ce contrat a été signé et que les opérateurs sont venus en tout cas de partout. Oui. Chacun a installé sa petite unité et la zone franche qu'on nous a fait rêver, moi je pensais que ça devait être comparable à celle de Singapour ou bien de Taïwan ou bien de Hong Kong, mais on a constaté que c'est des fabrications des objets assez élémentaires, vous comprenez, et donc ça n'a pas vraiment pris. Absorber les jeunes. Oui, mais ça fait son travail parce qu'il y en a beaucoup qui ont été absorbés, surtout quand vous prenez Meshamina et autres. Il y a nos jeunes sœurs qui se débrouillent là-bas. Mais allez-y voir dans quelles conditions. Voilà, allez-y voir dans quelles conditions de travail. Oui, il y a tout ça là. Donc je me dis que c'est parce que ça avait un statut particulier. La zone franche avait un statut assez particulier. Et les monuments, tout ça là, ça a été décidé à la va-et-vite. C'était une façon, en tout cas, c'était un sigle quoi. Au fait, c'était de la pure propagande pour qu'on dise que le Togo aussi a amorcé un développement avec des entreprises qui, vous vous souvenez, chaque soir on nous présentait à la télévision nationale des opérateurs qui sont arrivés. Oui. Et finalement, vous avez remarqué, vous et moi, que ces opérateurs sont une fois annoncés, aussitôt après c'est fini. On ne les voit plus, on ne voit même pas les chantiers, tout ça là. Il y a eu des choses qu'on a inaugurées en grande pompe sur le littoral. Mais les chantiers sont demeurés comme ça n'a pas évolué. L'hôtel qu'on nous a vanté, Pefako, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de cet hôtel de 5 étoiles luxueux qui va faire de Lomé la perle de l'Afrique occidentale, quoi. Depuis là, qu'est-ce que ça a donné? Vous comprenez? Donc il faudrait, moi je me dis que c'est une question de gestion, de management du pays, que les gens s'affirment, que les gens aient de la vision pour ce pays. Je pense que les choses vont aller. Les autres qui ont réussi, ce n'est pas le miracle. Ils ont fait un peu seulement preuve d'intelligence et les choses ont évolué. Et le nœud même du problème, je vais revenir là-dessus, je pense que je ne t'ennuie pas trop en parlant de la corruption. Non. La corruption, on va en parler largement tout à l'heure, puisque
Elle a été au centre quand même de la dernière réunion des chefs d'État de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie. On donne la parole également sur ces employés togolais qui ne sont pas payés et qui sont en plus nargués par les employeurs. Oui, je crois que c'est la zone franche a péché, les textes de la zone franche ont péché en ne mettant pas dedans la protection sociale des employés togolais. Et je crois que dans tous les contrats même de concession, dans tous les contrats tant en termes d'exploitation des hôtels, des extractions minières, etc., l'État togolais n'a jamais introduit dans ses contrats des clauses assez solides de protection des citoyens togolais. C'est sûr qu'on assiste, même dans le cadre de l'hôtel Bellevue, on est enfin en situation de comment vous l'appelez, d'administration provisoire. L'administration provisoire prend toujours en compte la conservation des salaires. Bien sûr, voilà. Du personnel qui est là, et on met en place un mécanisme pour demander les départs volontaires. Il y a, même si on doit faire des licenciements économiques sur des échelons, c'est quand tu as fait déjà 5 ans, puisque le code prévoit bien, quand tu as fait la convention collective prévoit bien, quand tu as fait 5 ans, tu as droit à un pourcentage de ton salaire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mécanismes. Mais bon, comme le Togo a été gouverné jusqu'ici dans la désaventure, c'est-à-dire personne ne rend compte à personne. Il suffit que tu aies un oncle ici. C'est-à-dire on n'a rien respecté. Voilà le concept qu'on peut avoir de l'hôtel Bellevue. Sinon, comment? Et puis, mais quand les autorités se taisent, l'hôtel Bellevue, quand même, ça fait partie des fleurons. Oui. De l'hôtel. En termes de service, on ne parle pas du bâtiment, mais en termes de service de qualité, c'est quand même le fleuron. Manger là-bas avec l'autre roi. Les Ingrid Awade, les de Victoire passent par là. Oui, mais c'est quand même le fleuron. Et quand on laisse l'image du fleuron... c'est parti de là maintenant pour Patio, il semble. Ah oui, justement. Patio est dans l'œil. Je ne sais comment... Ils partagent presque le même... Il n'y a qu'un vrai qui les sépare de la primature. Ils sont en fait dans la figure de proue du pouvoir aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui que, je crois que ça peut participer à requinquer, enfin, au facteur de tolérance du pouvoir togolais, si aujourd'hui se penche au moins sur cette question. Parce que ceux qui marchent, quand Tipi Achadam appelle à la manifestation, quand le C14 appelle à la manifestation, ceux qui sortent, les jeunes là, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'on les respecte comme citoyens, qu'on respecte leurs droits, qu'on leur trouve un emploi décent. Le Togo est une fois parti à ces accords parrainés par le BIT sur l'emploi décent, mais on ne sait pas. Quand on dit même l'emploi décent, est-ce que ceux-là qui signent, ils comprennent vraiment ce que c'est que l'emploi décent? Est-ce qu'ils comprennent? Parce que ça serait... Quand on parle de contrat de concession, parlons du cas Sotopla. Quand aujourd'hui, quelqu'un qui a refusé de reverser, enfin, selon nos investigations, on refuse de reverser à l'État ce qu'on doit à l'État, l'État ne dit rien. Et aujourd'hui, on dit non, parce qu'on a revu la fréquence, la périodicité des visites techniques. Donc, c'est les pauvres citoyens, c'est les plus faibles, du maillon. Joël, excusez-moi, mais qu'on va mettre... Est-ce que dans ce pays, quelqu'un peut refuser de verser à l'État les redevances? Et que l'État se taise pendant quoi? 9 ans, parce que ça fait 9 ans qu'ils ont, ils ont la concession. Ils payent une partie. Ils ne payent pas tout. Justement. Ils payent une partie. Si par exemple, moi j'ai appris qu'ils devaient 200 et quelques millions au trésor public, ils n'ont versé que 20 et quelques millions. Et l'État se tait? Oui. D'accord. Je voulais qu'on avance maintenant. Oui, mais moi je dis, quand tu demandes est-ce que quelqu'un peut se permettre, il faut relire notre délai parution. J'ai lu votre Quand nous sommes revenus sur les contrats de concession, quelle gestion on en fait? Il y a 2 ministères au moins qui sont impliqués, le ministère technique et le ministère des Finances, mais personne ne demande des comptes. Et nous allons revenir sur ça dans notre parution de demain. Si vous voulez, nous mènerons le débat là-dessus prochainement par rapport même au contrat de concession. Oui, au contrat de concession. Il y a un sujet en ligne de mire pour la presse togolaise, peut-être que je suis devant la mèche, mais par rapport au cas de l'hôtel de février, vous savez que ça a changé de main. Oui. Il y a un nouveau groupe qui a pris l'hôtel, et l'hôtel prend un autre nom. Adresse Hôtel 2 février.
Il y avait Corinthien, il y avait Radisson Blue, voilà, sachant de nom. On pourra relancer ce débat-là. Merci beaucoup, Joël Ega. Je voudrais demander votre avis sur le coût des loyers au Togo. Il n'est pas rare de rappeler qu'au Togo, ou dans notre capitale Lomé, les coûts des loyers sont exorbitants. Il y a une enquête sur le coût de la vie en Afrique qui a été publiée par une organisation qui s'appelle Merci. Et cette publication a eu lieu en Afrique du Sud le 29 juin dernier. Et quand on lit ce rapport, on se rend compte que au Togo, on va dire, il est difficile et cher de louer une maison plus qu'à Johannesburg, plus qu'à Addis Abeba, plus qu'au Caire, plus qu'en Algérie, plus qu'en Tunisie. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste là-dedans, Fiokolo Adanglenou? Oui, il faut savoir que depuis des années, le Togo ne dispose pas de code foncier. La terre appartient à la collectivité ainsi que les constitutions. Il y a de cela presque 35 ou 40 ans, les ambassades, les résidents des ambassadeurs, les villages des étudiants sont loués par ceux qui étaient au sommet. Nous avons tantôt Villa Fofana, Villa Adewi, ce qui a fait que... C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le pouvoir qui ont des maisons qu'ils louent à l'État. À l'État. C'est ce que je voudrais dire. Au niveau de la fonction publique, au niveau de l'université, les villas et autres, ce qui fait qu'ils avaient imposé les prix. Et ce désengagement a eu lieu seulement en 2010 ou bien en 2012 pour certains bâtiments. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un contrôle de l'État sur ce genre de situation. La deuxième monture, c'est l'arrivée des étrangers tels que les Ibo, les Maliens, les Guinéens. Une villa qu'on loue par exemple à 40 000, le Ibo ou bien le Nigérian, le Malien peut dire lui, je peux payer 80 000 ou 100 000 sur 5 ans et sur 2 ans. De garantie de 10 ans pour 5 ans. Ce qui veut dire que tous les propriétaires préfèrent donner leur maison aux étrangers qu'aux Togolais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la situation est terrible. Ce que je peux dire aussi, il y a certains propriétaires qui n'ont même pas de contrat de bail. Et tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, il vient te taper à la porte pour te dire mon loyer aujourd'hui, ce n'est plus à partir du mois prochain, tu ne payes plus 10 000, tu payes 15 000. Sans discussion préalable. C'est un phénomène qui a traîné et qui continue par traîner. Alors, comment est-ce qu'il faut mettre fin à ce phénomène? Oui, avec le nouveau code, et compte tenu de ce que le ministre Sessenou a fait, dans cette nouvelle disposition, il y a beaucoup de choses qui sont corrigées. Acha Ibrahim, est-ce que ce n'est pas un vrai problème pour notre République? C'est vrai que tout le temps, ici, on parle des problèmes fonciers, mais il y a un problème aussi grave, c'est les loyers, les prix des loyers. Vous trouvez une chambre, salon, WC, douche, on vous dit à amener 30 000, 40 000. Et la jeunesse est obligée aujourd'hui de cloîtrer chez ses parents. Oui, il n'y a pas que le loyer, il y a aussi la caution à payer. C'est 1 an, 2 ans, et ça fait que bon nombre de jeunes éprouvent des difficultés à pouvoir se tailler une chambre ou bien, disons, une maison et pouvoir y vivre décemment. C'est ce qui fait qu'il y a ces derniers temps la prolifération des bidonvilles un peu partout. Vous voyez, les gens érigent
des cabanes en pleine capitale, des cabanes pour pouvoir s'abriter. Il y en a même qui se couchent en plein air dans les cimetières et autres là. Des cimetières? Mais oui, c'est plein. Vas-y à Agoué, à côté de l'église de Haute-Corse, il y a des jeunes. Ce sont des bandits, non? Non, comment on ne peut pas dire que ce sont des bandits? C'est parce qu'ils n'ont pas de résidence. Quand vous allez à la station d'Agualepédo, il y a bon nombre de jeunes qui se couchent sur le hangar comme ça, à la belle étoile. Il suffit seulement d'avoir un petit sac qu'on cache à quelque part dans la journée. On prend sa douche dans les douches publiques et c'est fini. Pour se laver. Ils se débrouillent comme ça et la nuit, ils cherchent un endroit, ils se couchent. C'est parce que... Non, sinon, s'il faut payer, comme au Sénégal, ça se fait, c'est 3 mois que vous payez comme caution, vous payez et automatiquement, dans les 3 mois, vous travaillez au jour le jour, vous faites des économies et vous payez le loyer mensuellement. Ça se fait. Mais ici, avec 2 ans, 3 ans, c'est ce qui fait même que quand vous voyez certains de nos frères étudiants qui viennent surtout de l'intérieur, mais leur vie, mais vraiment, c'est un parcours de combattants. C'est très misérable. Ils se couchent parfois même. Les gens vont jusqu'à trouver une place dans une cuisine de leur frère ou bien de leur oncle et c'est fini. Dans ces conditions, comment on peut étudier et avoir vraiment des réflexes assez, intéressants pour pouvoir aborder avec sérénité son cursus scolaire? C'est le problème qui se pose. Et comme il le disait, le nouveau code foncier a pris en compte ces problèmes, ces difficultés que rencontrent ceux qui louent. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement togolais nous dit, par exemple, que le mètre carré, je donne juste un exemple, ça va être un chiffre à titre indicatif aussi. Le mètre carré, par exemple, c'est 500 francs CFA. Et quand on fait le calcul pour 2 chambres, salon, WC, douche interne, on se retrouverait à 17 000. Aucun propriétaire de maison n'accepterait percevoir 17 000 francs. Oui. Le problème. Je te comprends. Le cas qu'on les appelle les démarcheurs. Les démarcheurs, oui. Le cas togolais, je pense que M. Fiakoulou a déjà parlé de ça. C'est parce que les bâtiments, ce que nous avons comme logement et autres là, c'est détenu par les privés. Sous d'autres cieux, c'est l'État qui construit des HLM, des logements sociaux et autres là. Et ça fait que quand tu trouves un appartement avec ses douches, tout ça là, bien fait, et c'est pour l'État, tu paies, ou bien si tu es un fonctionnaire, on impute ça directement sur ton salaire. Et ça fait qu'il n'y a pas tout ce désordre. Donc les privés ne peuvent plus se livrer à des caprices. Ici, c'est une question de caprice. Vous voyez, vous êtes dans une maison, chambre-salon, qui est peut-être à côté du marché de Ejiranawe. Vous payez entre-temps 10 000 francs. Un Ibo arrive, il dit, moi je peux payer 30 000 francs le mois. Et je peux vous donner même 2 ans de caution. Le tour est joué. On vous vire sans préavis. On vous renvoie, vous quittez et le Ibo vient, il prend. Nous ne sommes pas en train de faire, comment l'appelle-t-on, une fixation sur cette ethnie, mais nous disons que c'est une réalité, mais c'est ce que les propriétaires de maisons font ici au Togo. C'est-à-dire que le gain, ils veulent toujours rentabiliser, ils veulent de l'argent. Parfois même, vous êtes dans la maison, on vient, on fait, il y a un petit problème, on trouve des prétextes fallacieux là qu'on veut arranger. On vous dit, vous pouvez sortir pour 2 mois et le temps d'aller voir si on arrange, on va vous rappeler. Mais on fait seulement quelques coups de peinture. Quels travaux même? C'est une peinture seulement qu'on passe à la chaux et on vous dit que ça prend le double en même temps. Si vous étiez à 7 000, on vous dit que non, de rénovation c'est 14 000. Vous ne pouvez plus revenir. Et on vous dit encore de renouveler la caution. Pour ceux qui ont déjà brûlé. Ça dit que c'est vraiment un vrai problème. Je crois que c'est une situation qui pèse sur nombre de Togolais. Surtout que ces temps-ci, la difficulté financière est pesante sur la communauté, disons-le, la population. Sur l'ensemble de la population. Vous savez, c'est vrai que nous, on a horreur des décisions impopulaires. Mais un gouvernement reste un gouvernement. Un gouvernement prend des décisions qui sont des fois utiles pour son peuple. Ailleurs, les gens en ont décidé ainsi. On a limité la caution à 3 mois, des fois même peut-être à 6 mois. Et le temps récent, au Bénin. Oui, justement, j'en ai suivi pour le cas du Bénin. Ils ont limité même la fourchette que le consommateur ou le locataire peut payer
en termes de mètres carrés, comme tu l'as dit. Vous voulez louer une pièce dans une zone, et par rapport aux zones, dans une zone, par exemple dans la périphérie, une pièce propre, la maison peut être cimentée, vous pouvez vous retrouver, et douche WC interne, vous pouvez le retrouver à 12 000, c'est le moins cher, ou à 10 000 même. L'État peut fixer des choses comme ça. L'État, c'est l'État. C'est-à-dire tout part par rapport au coût de la vie et au niveau de vie de la population. Je suis allé acheter mon terrain. Hein. Oui. J'ai acheté le gravier, j'ai acheté. Je suis désolé de te répondre. Je fixe mon prix. Oui, nous sommes dans un État libéral. Moi, je n'en disconviens pas. Mais aucun individu n'est au-dessus de l'État. L'État, c'est nous tous. Et si l'État pense que c'est ça qui peut arranger toute la population, mais l'État, c'est l'État qui impose ça. L'État impose, mais en prenant d'abord, en négociant avec les propriétaires. Mais c'est vrai que vous êtes propriétaire terrien. C'est vrai que nous sommes dans un État où la terre n'appartient pas au public. La terre appartient au privé. Mais ce que les gens ignorent, c'est que l'État prend les 50%. Absolument. Depuis que cette loi allemande, la loi coloniale existe, l'État a toujours pris 50%. Les 50%, on prend soit des réserves administratives, on prend la voie, c'est pour l'État, et les propriétaires, donc c'est 50-50. Maintenant, c'est l'État qui décide de qui doit prendre quoi, combien on doit prendre chez telle personne. Et ça, c'est rien du tout. Ce qui est encore grave, c'est les comportements de certains propriétaires vis-à-vis des locataires. C'est vrai qu'on ne peut pas élaguer le comportement de certains locataires qui viennent comme sur un terrain acquis et conquis, comme mon frère le dit tout à l'heure par rapport aux étrangers, parce qu'ils ont de l'argent. Quand l'État vient et fixe le prix, même si cet étranger-là vient, chacun reste dans sa ligne. Et la loi doit prévoir une sanction contre le propriétaire qui hasarderait à extrapoler ce qui est créé dans le cadre légal. Oui, parce qu'aujourd'hui, Fiokou le rappelait qu'il y a maintenant un cadre législatif et tout ça. Je me pose juste une question. Comment est-ce qu'on peut contraindre ces propriétaires de maisons à respecter la loi? Oui, c'est l'État. Je suis dans mon coin perdu, je ne sais pas, à Redanawe Dia par exemple, je loue le maison. Il y a des lois d'intérêt général. Écoutez, les si lois, vous êtes locataire, vous venez, je vous dis c'est mon prix, vous refusez, vous allez voir le prix doit être fixé, le prix doit être fixé sur le canevas national. C'est ce que je dis. Nous sommes dans un pays, le prix forcément doit être fixé dans un cadre général. L'État fixe une fourchette. Et tout le monde doit se ranger sur la fourchette là. Tu ne dépasses pas ça. C'est l'intérêt général. Je vois les gars. Mon frère, soit l'État est là ou l'État n'est pas là. Ici, c'est parce que l'État existe mais n'existe pas. Oui, mais quelle définition nous faisons de l'État? Le ministre, c'est nous. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est le ministre. Il est le ministre, c'est tout. Mon frère, mais il a fait faire le code quand même. Quand il est allé investir le lycée technique, au lieu de sauvegarder les propriétés de l'État, les réserves de l'État, eux participent à vilipender les réserves de l'État. Vous avez la parole, Joël. Joël a la parole. Joël a la parole. Quand le ministre, bon, puisque vous avez invité le ministre CM dans le Non, c'est vrai, c'est cité son nom. Dans le débat, le ministre, attendez, quand le ministre était là, quand on a construit le bâtiment, je reviens encore, on en a parlé sur le plateau, on a construit le bâtiment de New World TV. Il était là, il n'a rien dit, mais c'est quand on a commencé par parler c'est quand l'immeuble de Grand Marché s'est écroulé qu'on a trouvé nécessaire de citer le cas là comme n'ayant pas obtenu l'autorisation, le permis de construire. Donc je dis, si l'État veut, ça veut dire que l'État est conscient de toutes les gaffes qui se passent. L'État est conscient l'État est conscient des conséquences de son laxisme. Oui, ça est le mot, oui. Mais il ne dit rien. On vient de parler des contrats de concession. Bien sûr. On parle maintenant des contrats, des baux commerciaux ou carrément même des baux, même juste pour rien que pour le logis, etc. L'État est conscient des conséquences de son laxisme. Parce que l'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Parce que tu peux devenir ministre demain. On va pas aller prendre un Malien pour devenir ministre au Togo. Non. L'État, c'est nous tous. Ça veut dire que c'est la nation qui confie son pouvoir à un groupe et dit non, à gérer nous. Donc, si l'État veut aujourd'hui contrôler, veut d'abord plafonner, enfin, catégoriser les prix et les prix des loyers et par zone et les contrôler. Urbain, périurbain. Et les contrôler, l'État peut le faire. Il suffit de vouloir le faire. On ne va pas nous dire qu'on n'était pas là, qu'on n'est pas conscient que les Indiens ont tout raflé dans les mains de nos mamans au Grand Marché. Oui, mais au Grand Marché de Lomé. C'est possible tout ça. Oui, justement, c'est parce que
excusez-moi, mais si celui-là qui est censé te protéger contre le voleur devient lui-même, je ne veux pas laisser le qualificatif. Oui, mais vous n'avez pas le droit, Joël. Justement. Oui, mais attendez. Parce que quand tu vois derrière ces propriétés immobilières, qui sont derrière ces propriétés immobilières? C'est ceux-là qui sont censés faire appliquer, enfin, nous doter d'une loi qui va au-delà de leur personne. C'est eux. Comme quelqu'un le dit péjorativement, c'est les eux. Oui. Mais, non, on ne va pas le dire à l'antenne. Il y a des gens qui nous écoutent et qui apprennent des émissions. Oui, mais tu vois, ça veut dire que le grand marché qui représente le poumon de l'économie nationale, on laisse le petit Indien qui vient. D'abord, ils prennent le crédit dans nos banques ici. Ils viennent les mains vides. Ils viennent qu'avec l'autorisation que l'État leur a donnée de faire des affaires. Joël, non, mon frère, quand vous parlez de PEPACO, pourquoi PEPACO est parti? C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas aller dans les banques pour prendre de l'argent. Oui, c'est parce que vous remplissez les conditions que non, les banquiers vous donnent de l'argent. Avec quoi ils prennent? Mais pourquoi Ford a choisi de privatiser les banques? Qui? Pourquoi le chef d'État a choisi de privatiser les banques? Parce que quand tu vas dans ces banques, tu vas à l'UTB. Ce sont des recommandations quand même, je rappelle, de l'institut de Bretton Woods. Non, laisse ça. Les institutions de Bretton Woods, ne les a jamais appliquées. Mais c'est parce qu'à un moment donné, Ford lui-même il est dépassé. Parce que combien de milliards on ne va pas retirer sans un iota sur le compte bancaire? Ça veut dire des barons se lèvent. Oui, c'est la présidente qui a envoyé. Je vais retirer 20 millions. Et tu vois sur son compte, il n'y a rien. Le compte n'est pas crédité. Mais on sort de l'argent comme ça. Mais là, c'est la raison. Vous avez des cas? J'ai des preuves. On a des preuves bien solides. Ah bon? Mais c'est comme ça le pays a été gouverné jusque-là. C'est-à-dire que des gens dirigent les gens se lèvent. Ils vont à la banque. Le compte sans caution. Il n'y a rien sur leur compte. Il n'y a rien. Mais les journaux ont fait cas dernièrement d'un ministre qui a eu un prêt de, je crois, 4 milliards. Sans nantissement, etc. Oui, c'est comme ça les gens ont fonctionné. Raison pour laquelle le patron dit ok, d'accord, je privatise. Quand c'est dans la main de privé, tu peux aller encore retirer sans avoir quoi que ce soit sur ton compte. Aucunement. Ça aussi, c'est une fuite en avant. Oui, justement, ça c'est une fuite en avant. Mais quand même, c'est quand même une solution à défaut de la meilleure solution. Une solution alternative. À défaut de la meilleure solution. Oui, mais c'est comme ça. Donc, attends, le pecno indien, le pecno libanais, il vient. Mais il faut même, c'est l'occasion même de le dire. C'est l'occasion de le dire parce que il faut féliciter ces patrons de régie financière qui ont aujourd'hui eu le courage de commencer par assainir. Pas décourager ces petits asiatiques parce que je vous donne par exemple le cas de la Sûreté. Ils sont encore là-bas. Le cas de la Sûreté, par exemple, jusqu'à ce qu'on mette en place tout dernièrement les compteurs prépayés, mais c'était du siphonnage carrément. C'est-à-dire des gens ont des factures jusqu'à 52 millions, le gars ne paye à peine que 5 millions. Et il arrose tous les agents, les contrôleurs sur toute la ligne. Au point que tu vas voir que il y a des fonctionnaires qui vivent même, qui ont un train de vie plus insolent même que le DG de la Sûreté. Et on ponctionne les pauvres. Oui, mais aujourd'hui, avec la télé-relève, autour duquel on avait fait tellement de tambours du temps de Djeteli. Bon, aujourd'hui, on a bien la télé-relève sans même crier, gars. La télé-relève est opérationnelle aujourd'hui, où tu payes ce que tu as consommé depuis l'agence. On peut contrôler ce que tu es en train de consommer. Donc voilà aussi dans le domaine des beaux commerciaux. C'est les mêmes qui sont derrière, ceux-là qui sont censés décourager. Ils sont derrière, ils font tout ce qui... Ils cautionnent le mal. Oui, finissez. Oui, ils cautionnent le mal, mais quand on dit que le code foncier a pris ça en compte, moi je me dis, bon, c'est bien beau. Mais quelle application? Le décret, la loi portant statut particulier des agents de la police, elle connaît une application à ce jour? Aucune. Ça fait au moins 5 ans que cette loi a été votée. Est-ce qu'elle connaît une application à ce jour? Mais justement, c'est ça. Oui, moi je voudrais juste ajouter l'autre côté de la chose par rapport aux locations, c'est
c'est la question de l'électricité qui est gérée de façon bulldozer par les propriétaires. Ça, c'est le pas français. Moi, je suis de l'académie. Donc, c'est juste, c'est vous dire que les propriétaires n'ont aucun management pour bien gérer l'électricité chez eux. Dans une maison où vous avez 4 chambres salon ou 5 chambres salon, les gens ont des additionneurs, ou soit certains n'en ont pas, on fixe à chaque la télé, la radio, le ventilo, 500 francs, 500 francs. Voilà, on vient contrôler ce qui... Et si vous avez au moins 5 de ces choses, vous avez 2500 déjà. Maintenant, on prend même l'argent du WC. Hein? Oui. Au moins 1000 francs ou 500 francs par mois. Peut-être vous quittez, après 15 ans, que ça va remplir, vous avez déjà cotisé. Vous partez. Maintenant, le propriétaire lui-même ne paie jamais d'électricité. Oui. Allez vérifier dans plusieurs maisons. Il ne paie jamais, ils font tout et tout, ils surfent sur les gens. Non, j'ai un camion sous la mer. Il faudrait que le ministre, c'est nous, il s'agit de lui. Il faudrait que ce monsieur. Oui, mais on va pas tout lui. Je me rappelle au temps le ministre de tout quand même. Hein. Paix en son âme. Ce monsieur est un visionnaire. Je ne le félicite pas pour le féliciter. Parce que quand il est arrivé au ministère de l'Environnement, le monsieur, il a fait des choses. Il est arrivé au ministère de l'urbanisme, il a fait sauter les DG, l'urbanisme et cadastre. Il a nommé d'autres personnes parce qu'il a compris qu'il y a du magouille qui se fout là-bas. Mais le ministre, c'est nous qui est là. Je ne sais pas si le ministre fait partie de la magouille. Parce que quand le monsieur, on me dit que c'est lui qui gère les biens de l'État. Et qu'au même moment, ce monsieur va à Ségbé, au CGE Ségbé, en tant qu'avocat, au nom d'un client, pour aller déposséder l'école d'un terrain. Comment voulez-vous que ce monsieur, on lui laisse diriger un ministère de l'urbanisme? Donc, monsieur, c'est le monsieur qui doit préparer une loi. Il est à la fois avocat et ministre, oui, au même moment. Et il est allé faire sa signification dans son véhicule. Il défend, dans son véhicule de ministre. Et il défend un privé. En même temps. Monsieur, il a utilisé son véhicule de ministre pour aller faire la signification d'avocat. Oui, sur le terrain, 11h30. Ah, vous avez aussi l'heure. Ah, je vous dis. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. On se retrouve dans 3 minutes environ pour la dernière partie de Taxi Presse. Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères Ambroise Ponjo, Joël les gars et Acha Ibrahim et Fioklou à Danglenou. Nous allons maintenant parler politique avec la situation que connaît le Togo depuis plus de 10 mois maintenant. Vous savez que les chefs d'État de la sous-région, je veux dire, ont demandé à ce qu'un accord soit trouvé très rapidement entre les protagonistes pour le règlement politique de la crise togolaise. Le président ghanéen et guinéen étaient à Lomé récemment pour discuter avec les acteurs en entendant les recommandations des chefs d'État ou de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 31 juillet prochain. Des langues se délient. Vous vous rappelez certainement du communiqué ayant sanctionné la dernière rencontre à Lomé où on mentionnait cette petite phrase qui disait que les élections doivent être organisées d'ici 28 novembre, et puis il y a des interprétations de chaque camp. La coalition de l'opposition a d'ailleurs animé une conférence de presse à ce sujet pour dire qu'il y a des interprétations erronées du communiqué final de la discussion. Mais depuis hier, on semble écouter un son de cloche qui semble étonnant. C'est la sortie du président guinéen, le professeur Alpha Condé, qui dit qu'ils n'ont jamais dit d'organiser les élections au Togo. Est-ce que ça vous étonne quand même, cette sortie Fioklou d'Anglenou? Moi, je pense que cette sortie est très bonne, en ce sens que depuis le départ des deux facilitateurs, M. Koufo et Condé, la guerre la guerre des interprétations a commencé. Oui. Et même le groupe des 14 a fait une conférence de presse, a soulevé le problème et en dénonçant la date du 28 novembre pour dire que même ce délai est trop insuffisant. Il fallait plus. Mais aujourd'hui, le Alpha Condé a été clair que c'est une date indicative. Indicative en ce sens que la Cour constitutionnelle 2 semaines plus tôt avait dit que cette élection devait être faite au plus tard
fin 2018. Entre novembre et décembre, moi, je ne vois pas où il y a le problème. Ben, comme la guerre a commencé et que ceux-là qui ont pondu le communiqué ont réagi, et ça a fait que ce matin, sur les réseaux sociaux, il y a un calme apparent. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Mais- Joël, les gars? Non, je crois que surtout, il y a eu un cas apparent Apparent. d'un côté. Oui, Donc, bien de- sûr. D'un côté. Pourquoi Il y a tu dis un d'un cas- côté? Oui, mais attends, les professionnels du brouillard, Oui. les professionnels, C'est les qui ça? professionnels, oui, les professionnels du brouillard, ceux qui aiment entretenir Le flou? de fausses polémiques, ils aiment voir les choses de façon bonne. Je crois que à la fois qu'on a eu le mérite de leur donner un peu de repos. Et on laisse le débat à ceux qui font de l'utile. Hein? Parce que bizarrement, je suis très inspiré par les expressions péjoratives aujourd'hui. Non, on va laisser de On côté. dit la vie c'est devant. Oui. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et la crise togolaise telle qu'elle est aujourd'hui, et on ne peut que sortir le taureau de la crise. Et sortir le taureau de la crise, ça veut dire que excite les formules de 2005 où on a dit au peuple calmez-vous, il faut une situation tampon, enfin une situation transitoire, etc. Non. Il faut sortir la crise, il faut sortir le taureau de la crise. Et maintenant, pour aller dans le vif, je ne sais vraiment pas pourquoi on s'est peiné. Je ne sais même pas pourquoi la C14 a tenu à faire une conférence de presse sur la question, parce que le communiqué que les facilitateurs, le communiqué du 27 août, du 27 juin, Oui. hein, A été clair? moi je dis, c'est un communiqué sac de nœuds et à la fois labyrinthe pour le pouvoir. Et vous savez, ceux qui sont au premier lot du pouvoir, ils ne sont pas des cons, hein. Ils savent très bien. Ils analysent mieux que nous. Hein, ils analysent en toute responsabilité. Bon, mais seulement combien de clientélistes qui aiment jouer le sale jeu, on les graisse un peu pour qu'ils créent le brouillard. Sinon que c'était bien compris que le communiqué se résume en deux points. Pas d'élection sans consensus. Il y a cette séquence quand même des propos d'Alpha Condé sur France 24, réitéré ce matin sur Radio France Internationale. Il dit « Nous n'avons jamais appelé à des élections au Togo. L'opposition accuse le pouvoir de préparer des élections sans concession. Nous avons demandé au pouvoir d'arrêter la préparation des élections. Évidemment, il serait irresponsable de notre part de ne pas donner une date indicative. Nous avons seulement donné une date indicative. Il faut que cela soit clair. Nous n'avons pas appelé à des élections au Togo. » Oui, mais c'est aussi clair que ça. Bon, comme les gens ont refusé de comprendre le communiqué diplomatique qui a été, enfin, pour arranger, comme quelqu'un me le disait, mais ils sont quand même venus dans le pays de chef du président des exercices de la CEDEAO. On va pas jeter les mots comme ça à son visage. Mais quand on arrange, quand on habille, quel que soit l'habillage, toi-même, tu sais ce qui est dans le contenu. Quel que soit l'emballage, tu connais le contenu. Et moi, ça m'a vraiment fait marrer que, d'abord, quand on revient même sur ce que Bawara a dit, Bawara n'a jamais fait cause pour les élections prochaines, pour les élections en novembre. Il s'est prononcé avec tact, sachant très bien que le communiqué là n'est pas en leur faveur. Le communiqué n'est pas en leur faveur. Maintenant, quand on rentre dans les propos d'Alpha Condé, d'abord, à Lomé, il a bien plus soin de dire nous n'allons pas agir en syndicat de chef d'État. Sur France 24, il est revenu sur ça. Hein? Et il va plus loin. Il dit, mais nous, au même moment, nous n'allons pas jouer au pyromane. Mais ça veut dire qu'on sait que le contexte, la question togolaise, je dis, le pouvoir en Afrique a toujours un apanage ethnico-militaire. Quand tu le prends n'importe où, hein, excepté quelques pays, mais il a d'abord un appareil ethnique, mais au Togo encore, le volet militaire est foncier, est très prononcé. Donc, pour opérer une telle alternance dans ce pays-là, mais il faut procéder avec tact. Bien. Donc, c'est la raison pour moi, je dis, il faut reprendre cette interview, ce qu'il a dit. Parce que d'abord, c'est un vieux routier.
Hein? Il a fait également dans les couloirs de la diplomatie. Mais il sait. C'est un syndicaliste. Il sait quoi dire. Et quand il dit qu'il ne sont pas dans un syndicat de chef d'État, mais il faut le comprendre. Et vers la fin, qu'est-ce qu'Alpha Condé dit? Bon, ok, d'accord, je m'arrête là pour le moment. On va revenir sur le sujet, bien sûr. Acha Ibrahim, quel commentaire vous en faites aujourd'hui par rapport à ces derniers développements dans la résolution de la crise politique au Togo? Non, mais ça ne m'a pas surpris. Je pense que la dernière fois, je m'étais prononcé. J'ai dit que le communiqué était beaucoup plus diplomatique parce qu'on ne voulait pas froisser les gens. Mais lorsqu'il disait d'arrêter, il demandait à ce que le processus électoral soit arrêté. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Maintenant, la date indicative pour les élections, j'avais dit ici que Alpha Condé dit il serait souhaitable parce que, voilà, que les élections là tiennent avant le décembre, avant novembre, fin novembre 2018, puisque c'est une date indicative. Et dans le même texte, c'est dit qu'il demande à ce que les acteurs politiques renouent avec le dialogue pour aller vers un consensus. Donc ça voudrait dire que si les acteurs togolais aujourd'hui décident de trouver un consensus, de s'entendre et lever tout ce qu'il y a comme mésentente et tout ce qu'il y a comme... On pourra aller aux élections facilement. Facilement. Ils peuvent aller aux élections facilement. S'ils décident dès aujourd'hui que nous voulons aller loin, nous voulons faire table rase de certaines choses pour évoluer dans le processus. Mais Alpha Condé sait que les clivages sont prononcés. Et il a dit aussi. C'est pourquoi je disais la dernière fois que si les Togolais veulent s'infantiliser, les gens prendront du plaisir pour les narguer. Quand on nous imposera des choses. Bien sûr. Sachant bien que ça ne va pas aller, mais on vous dira que bon, faites ça, si ça va, c'est bon, si ça ne va pas bien, il n'y a pas de problème. Puisque les gens aussi veulent venir au Togo en force de maintien de la paix. C'est pas les Togolais seuls qui vont aller prendre l'argent sous d'autres yeux. Les gens aussi lorgnent. Non, il faut qu'il soit clair. Donc si les Togolais s'amusent, ça fait leur problème. J'ai dit que nous sommes intelligents. Il faut dire que les gens nous sommes intelligents. La même distinction que l'ONU. Les gens aussi veulent de l'argent. D'autres soldats aussi veulent acheter des motos. D'autres aussi veulent acheter des lopins de terre. Donc si les Togolais s'amusent, mais ça fait leur problème. Et ils viendront chercher l'argent ici. Et les médiateurs vont courir. L'Union africaine, la CEDEAO, ils vont monter des projets pour le Togo, l'ONU va financer et les experts qui viendront, ils vont prendre beaucoup d'argent. Donc qu'on fasse extrêmement attention, c'est ce que je dis. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques togolais. Merci Nous beaucoup. devons tout faire pour sauver notre pays. Ambrose Pondio. Oui, je crois que le mardi dernier, on était clair ici sur ce communiqué. Alpha Condé, à peine voilé dans son discours à 2 février, a été clair. En dehors du communiqué, je prends juste quelques mots. Alpha Condé dit: nous ne sommes pas ici en tant que syndicat chef d'État. Quelqu'un l'a déjà dit. Il dit, nous travaillons pour l'intérêt des peuples africains. Moi, je prends juste ces phrases-là. Quand la personne vous dit qu'il travaille pour l'intérêt des peuples africains, c'est un syndicaliste qui parle. Alpha Condé, puisqu'il s'agit de lui, est venu chez moi à la maison. Lui et mon papa sont des syndicalistes chevronnés. Il est venu manger chez nous, dans la maison Pondio, à Dogome ici. C'est pourquoi je dis que le monsieur ne vient pas seulement pour faire du cinéma. C'est un routier, c'est l'un des vieux opposants. Lui, Gbagbo, J-Christ et Tshisekedi, c'est les plus vieux opposants d'Afrique. Surtout francophones. Donc, c'est des gens qui connaissent la matière. Maintenant, si Condé dit aujourd'hui que la récréation est terminée, mais quitte à M. Bahara et les autres de comprendre ça. Il n'a pas dit ça. C'est pour... Non, les barrages, je les comprends. C'est pour calmer. Indirectement. Ils ont lancé une interprétation au profit de leurs militants pour les apaiser, pour les consoler. Parce que celui qui n'est pas arrangé... Pour les consoler, pourquoi? Vous voulez dire que ça se gâte? Non. Et il faut consoler des gens? Moi, je ne veux même pas aller sur le terrain de qui a gagné au lendemain de la sortie du communiqué. C'est parce que c'est justement ce que vous êtes en train de dire. Oui. L'interprétation que j'ai faite, c'est que quand les gens sont déjà montés au créneau, qui a énervé, qui a suffoqué les membres de la coalition, c'est que mais ceux-là même qui ne sont pas des diplomates comprendront clairement le communiqué. On dit souhaitable. Le mot souhaitable, vous avez dit quoi? Nous, on vous donne une date indicative. Entendez-vous? Il a été clair dans Consul France 24. Ça voudrait dire que les gens courent déjà à l'Assemblée. Qui les a demandé d'aller à l'Assemblée? Qui a demandé à nos amis d'aller à l'Assemblée pour parler rapidement de limitation de mandat 2? Et je sais que le point qui sera le point d'achoppement, c'est en aucun cas la phrase là qui sera le point. Mais ça aussi, ils sont obligés de le trouver. Parce que le piège que la CEDEAO tend à ceux qui sont au pouvoir, c'est de ne pas aller sur le respect de ce communiqué, libérer les villes pour que les gens marchent,
suspendre réellement et qu'on le constate que le processus électoral est arrêté pour qu'il puisse discuter. En ne le faisant pas, le 31 juillet, en tout cas, les carottes sont déjà cuites. Il semble que la coalition s'organise pour tester la bonne foi du gouvernement. Moi, je l'ai dit ici. En lançant prochainement de nouvelles manifestations à travers le pays. On verra sur les villes de Sokodé, Mango et Mango. Mais moi, je connaître des manifestations. Non, mais il faut lire le texte. Le texte a été clair. Que de voir la possibilité. Non, Condé a levé l'équivoque. Non, le test, le communiqué, de voir la possibilité d'étendre les manifestations. Voilà, c'est le contenu que les gens ont voulu qu'on y mette. Mais qui a voulu? C'est le communiqué de la CEDEAO. Voilà. Comment est-ce qu'on peut imposer un contenu? Ne prenons pas des portions qui nous a... Ils vont encore refuser que les gens marchent. Nous ne refusons pas qu'ils vont refuser. Mais on a dit de voir la possibilité. On a dit de voir la possibilité d'étendre les manifestations sur d'autres... Et l'appel qui a été lancé au civil pour trouver les armes. Oui, voilà encore l'affaire des armes. Toi et moi, quelle arme? Les armes circulent en l'air. Monsieur, je voulais qu'on avance un petit peu, puisqu'on est acculé par le temps. Oui, mais... Évoquer le cas du président Faure Gnassingbé. Oui. Vous savez que vendredi, il était à Abuja, non, à Kachina, chez Buhari. Le lendemain, il était à Abidjan, enfin, dans la zone, pour rencontrer Alassane Dramane Ouattara avant de se rendre samedi à Nouakchott, en Mauritanie, pour le sommet de l'Union africaine. Vous savez que dans 10 jours, il y a une grande conférence aussi à Lomé. Et puis, en fin du mois, il y a aussi une autre conférence à Lomé, CEDEAO, CAC, et puis CEDEAO, simplement, on évoquera les conflits. Oui, mais... Ce matin, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait courir tant Faure Gnassingbé? Il y a le confrère L'Alternative qui disait sur nos antennes ce matin que Faure Gnassingbé a-t-il encore son destin en main? Est-ce que c'est ça qui le fait courir? Joël d'abord. Est-ce que c'est ça qui le fait courir? Ben, je crois que c'est à lui seul de le savoir. Moi, je dis, il n'est pas exclu que dans cette crise, au terme de cette crise, il faut jouer une carte en solo. Soit il le joue en vrai homme, hein, ou il veut encore traîner et moi, je ne le souhaite pas. Mais il risque d'être surpris par son propre camp. Parce que, on revient sur le communiqué. Ambroise l'a dit tantôt, pas qu'on a de ma vie, mais c'est-à-dire que quand l'évidence est là, Monseigneur Denis Diagba disait que la vérité est impersonnelle. Oui. La vérité, c'est ça qui te libère. Et comme moi je l'ai mis sur mon profil WhatsApp, c'est mon lieu de confort. Mais quand on prend le communiqué, si on veut s'adosser sur d'étudier la possibilité pour interdire les manifestations qu'annonce la C14, ça va s'inscrire dans les passifs du pouvoir. Absolument. Ça, c'est aussi simple que ça. Si on veut lire entre les lignes, faire des gymnastiques comme on le fait toujours. Fermer c'est-à-dire que regarder, faire une analyse, comme je le dis, faire une analyse bonne, et faire une analyse arrangée pour dire non, ce que la C14 annonce, on va interdire ces manifestations, on va le noter comme tel. Oui, et ça ne va pas peser pour, mais contre le pouvoir dans l'analyse qu'on va faire des recommandations, enfin, dans l'analyse qui sera faite des recommandations que chaque parti a soumises. Donc, le pouvoir a aujourd'hui intérêt à faire preuve de toute bonne volonté. Et ça, c'est là où je dis que le communiqué était diplomatique. Revenons sur le cas de Faure Gnassingbé. Oui, on va revenir sur le cas de Faure Gnassingbé. Oui, merci. Et merci de me recadrer. Donc, ça veut dire que les sorties de Faure Gnassingbé pour aller, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, que ce soit une invitation, enfin, que ce soit une visite d'amitié ou une convocation, est-il que le communiqué du 27 juin a été le motif pour lequel Faure Gnassingbé a trouvé nécessaire de prendre les airs pour aller voir Buhari et pour aller voir Alassane Ouattara. Mais quand vous prenez le communiqué qui a sanctionné cette visite-là, est-ce que vous avez vu le Nigeria? Excusez-moi, souvent c'est un communiqué bilatéral. Oui. Hein? C'est un communiqué bilatéral qui sanctionne ces visites. On l'a vu dans le cas quand Doucet était allé chez Netanyahou. Mais vous avez vu, les Israéliens n'ont rien apporté au communiqué. C'est les Togolais qui ont parlé à la place des Israéliens. Ça veut dire que sa visite a fait flop. Ça veut dire qu'il n'a rien obtenu pour revenir. Quoi qu'il se démène pour aller sauver son ami fort, il n'a rien obtenu.
On est contre personne. On est contre personne. Maintenant, je vous donnerai la parole, monsieur. Maintenant, sur le cas nigérien. Vous avez 30 secondes. Sur le cas nigérien, le communiqué, qu'est-ce que le gouvernement nigérien a ajouté? Le communiqué n'a pas été bilatéral. C'est le Togo seul qui se met à parler, à dire, etc. Mais ça dit que. C'est ça notre exercice. Il faut voir entre les lignes. Il faut voir entre les lignes. Mais je ne dis pas qu'on donne raison à ceux qui parlent de convocation. Mais même si ce n'est pas une convocation, c'est fort même qui s'est invité chez Bouhari. Ouais. Il allait le trouver dans son village, c'est ça? Dans son village. Mais ça montre que la posture n'est pas confortable pour nous. Acha Ibrahim. Non, il faut dire que le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et donc, quand il y a une rencontre de l'UA, il y a la CEDEAO qui harmonise ses points de vue. Donc, M. Faure Gnassingbé, en tant que président de la CEDEAO, est allé voir M. Bouhari en tant que président du Nigeria, que nous savons être la locomotive de la CEDEAO en matière économique et en matière de leadership. Après, il est allé voir Ouattara aussi, qui s'affirme aussi en matière de leadership dans l'espace UEMOA. Donc, ces deux personnalités-là, ces deux présidents, ils devaient les rencontrer, discuter avec eux, harmoniser les points de vue au niveau de la CEDEAO avant d'aller au sommet de Nouakchott. Non seulement ça aussi, le Togo organise aussi le sommet de la CEDEAO. C'était aussi l'occasion de discuter avec ses pairs par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est officiel. C'est le volet diplomatique de la chose. Voilà. Donc, sinon, ce qui est derrière. Non, il n'y a rien derrière. Il se passe quoi? Non, il n'y a rien derrière. C'est que les chefs d'État doivent se visiter dans le cadre de la coopération bilatérale et autres. Là, mais tous ceux qui spéculent, disant que non, c'est parce que il y a le Nigeria qui va envoyer des commandos, voilà, et pour déloger M. Faure Gnassingbé. Voilà pourquoi il s'agit du cours derrière Bouhari pour faire amende honorable et autres. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est ce qui se dit. Oui. Mais au niveau de la presse, nous savons qu'il y a de ces passerelles-là entre les chefs d'État, entre les pays, il y a la coopération bilatérale, les gens peuvent se retrouver, discuter, et surtout que M. Faure Gnassingbé, le président de la CEDEAO, voilà, il doit affirmer son leadership. Nous l'avons toujours dit qu'il doit affirmer son leadership à la tête de la CEDEAO, amener la CEDEAO vers la CEDEAO des peuples, travailler pour la lutte contre la corruption dans l'espace CEDEAO. Il doit maintenir le cap de la libre-échange, le cap de la paix et de la stabilité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc quand il est allé au Nigeria, il a été question aussi de parler de la paix et de la stabilité au niveau de la CEDEAO. Chez Ouattara, il a réitéré le même message. Et vous avez vu qu'il était chargé de présenter l'aspect paix et sécurité, stabilité au sommet des chefs de l'État à Nouakchott. Oui, voilà, de l'Union africaine. Voilà. Alors, en tout cas, les thématiques sur lesquelles il devait rencontrer ces grandes personnalités-là précède celle du président français. Et ça rajoute aux spéculations. Oui, ce ne sont que des spéculations. Le côté officiel est hier. Ce que mon ami a raconté, je le vois tout au contraire. C'est-à-dire que ce qui préoccupe Faure Gnassingbé, ce n'est pas tout ce cinéma-là dont il a listé. Qu'est-ce qui le préoccupe? Il vous a dit ce qui le préoccupe? C'est son avenir politique à la tête du Togo qui préoccupe Faure Gnassingbé. Je vais vous expliquer. Il faut être analyste de pointe et de diplomatie dans ces genres de situations, dans la géopolitique dans laquelle on se trouve. Entre-temps, l'analyse qu'on a faite, c'est que Bouhari n'est jamais venu au Togo. Bouhari, la première fois qu'il a été reçu, le seul chef d'État à avoir été reçu par Donald Trump, c'est Bouhari. Et ce n'est pas n'importe qui, Bouhari. Celui qui court derrière Bouhari, c'est la France. Le premier investisseur étranger au Nigeria, c'est la France. Ça, beaucoup l'ignorent. Et la France, pour choisir entre le Togo et ses intérêts au Nigeria, il choisit quoi? La France choisit quoi? Ça, c'est un. De deux. La France suivra les consignes du Nigeria. Faure Gnassingbé se rend à Katina, pas à Lagos, pour éviter les œufs pourris et autres. D'abord, ou à Abuja, il se retrouve à Katina pour d'abord une compassion, parce qu'il y a eu un petit problème là-bas. C'est mon point de vue. Et certainement, Amadoué, le doyen, je vais dire quelque chose d'important. Il n'y a pas eu communiqué conjoint. C'est mon président qui a tout, je ne dirais pas qu'il a sa vie, il a bien, moi je l'ai apprécié quand il parle anglais parce qu'il a fait les États-Unis. Sauf que le décor dans lequel il s'est retrouvé, c'est comme si on veut aller, il est allé avec, quand les barquets sont dans une délégation, ce n'est pas le chocolat. C'est une code. Et il y a une belle femme aussi, les réseaux sociaux écrivent, une belle femme aussi qui se trouve dans le décor.
Tout ça, ce n'est pas gratuit. Maintenant, si il faut voir ce qui se passe, c'est vous dire, réellement que Fonya Singbe est préoccupé par son avenir. Et l'arrivée de Macron... C'est pour ça que Barké est dans la délégation? Oui, quand les Barké se retrouvent dans la délégation, c'est justement pour des négociations de coulisses. Ce n'est pas gratuit. Et Boari n'a rien dit, n'a même pas sorti un mot. Ce que j'ai lu quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. Il dit qu'il ne veut plus un seul goutte de sang sur le sol togolais. Ça, si c'est vrai ce qu'il a dit, ça veut dire ça a un sens lourd. Bien. Et maintenant, moi je lisais, il y a une agence de presse nigériane qui a fait carrément une autre analyse de cette rencontre. Et que ça serait porté sur l'alternance au Togo. Comment faire pour que ça ne... C'est Fonya Singbe qui a discuté avec Muhammadu Buhari. Il sort de l'audience. Dans les carottes sont cuites. Il évoque les points sur lesquels les discussions ont porté. On ne va pas écouter l'agent de presse plutôt que le président. Non, l'agent de presse, oui, mais c'est un relais officiel. Oui, mais celui qui a parlé avec le président Buhari. Et lui, mais c'est lui qui est l'ambassadeur du Togo au Nigeria. Oui, ça, on le sait. Oui, l'affaire, mais attends. Écoutez, Fiakoulou maintenant, excusez-moi, peut-être que je... Tu sais, ici, on nous a... Tu minimises maintenant le pouvoir de la presse. Mensonge, ils l'ont institutionnalisé. Non, pas ça. Allez-y, Fiakoulou. Pour rappel, je voudrais dire que lors de la rencontre du 27 juin, le chef de l'État a été invité par les facilitateurs pour un sujet. Oui. Et c'est après ça qu'il a pris le chemin... 2 jours après. 2 jours après, le chemin du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Ça renseigne. À mon point de vue, c'est qu'il est préoccupé par la situation qui est au Togo, qui prévaut au Togo depuis 10 mois. Raison pour laquelle, quand on l'a invité à l'hôtel 2 février pour avoir un mot, on n'a pas consulté sa délégation. C'est lui-même qui a été écouté. Et c'est un point. Pour les 2 voyages, moi je me suis dit que c'est pour aller exposer la situation qu'il y a, la rencontre qu'il a eue avec les 2 facilitateurs et peut-être avoir les avis de Buhari. Oui. Ces 2 facilitateurs vont faire un rapport à la conférence des chefs d'État. Oui, ils vont faire, mais le chef de l'État étant président en exercice de la CEDEAO. Est-ce que Fonya Singbe en réalité n'est pas en opération de déminage? Qui a posé les mines? Qui a posé les mines? Il y a une crise. Attendez, M. Condé a dit que l'opposition n'est pas d'accord par rapport à la gouvernance et crée des problèmes. Il n'y a pas un accord. Donc ce sont des mines. Non, excuse-moi. Je vais plus loin. Il parle il dit qu'ils ne seront pas des pyromanes. Condé dit qu'ils ne seront pas des pyromanes. Mais ça veut dire que le risque est réel diplomatiquement. Mais ça veut dire que le risque est réel. La question de l'alternance. Donc, laisse-moi parler. Oui, justement, c'est clair. Laisse-moi parler. Autrement dit, c'est ça. Il est vrai que tout le monde reconnaît qu'il y a 10 mois, ça ne va pas. Les acteurs politiques togolais ne se parlent pas entre eux, surtout le pouvoir et l'opposition. Et que, enfin, pas officiellement. Ils font semblant. Et ils ne se parlent pas entre eux. Officiellement. Voilà. Mais quand les facilitateurs sont venus, ce qui a été dit et le communiqué qui a été sorti le 27 juin prouve qu'il y a encore de la résistance et c'est pourquoi ces 2 facilitateurs n'ont pas voulu consulter la délégation mais ont directement fait appel au chef de l'État qui s'est présenté à l'hôtel de 2 février. Ils se sont retirés et à 3, ils ont trouvé une solution avant que le chef de l'État ne reparte. Ça veut dire que celui qui a la solution aujourd'hui au problème togolais, ce ne sont pas les délégations. C'est le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État est le président de la République. Il est le président du parti uni. Et c'est pourquoi on lui a fait appel. S'il porte le manteau de chef de l'État pour aller vers ses 2 collègues, moi je ne vois pas là où il y a un problème. Parce qu'il a droit de consulter ou bien d'aller voir ses pairs sur la crise qui concerne le Togo et sur les problèmes liés à la CEDEAO et l'UA. Même à 2 février, Eric, pour terminer. Même à 2 février. Quand il avait été convoqué vers 17h18. Pas convoqué. Bon, quand il avait été appelé, je ne sais pas le mot utilisé, que vous voulez que j'utilise. Invité, c'est mieux. Diplomatiquement, c'est invité. Il était venu le matin. Et on l'invite encore le soir. Non, c'était pour. Il a accompagné. Certains barons ont voulu. Oui. Ont voulu. Quand Condé lui a demandé,
ils ont voulu être près de lui pour qu'ils entendent ce que Condé a voulu lui dire. Allez, on les a rapidement casés quelque part. Il veut seul voir le chef de l'État. Oui. Et les Boukwesi, les Solitoki, tout ça, là, on a eu pour le compte le jour-là. Et c'est Faure Gnassingbé, je vais voir Faure Gnassingbé. Vous voyez, ça veut dire que ces facilitateurs ne sont pas venus sur un terrain, ils sont venus sur un terrain qu'ils connaissent mieux. Oui. Quelqu'un l'a dit. Oui. Et Joël vient de le dire que dans le langage diplomatique, il y a des choses qui se disent qu'eux-mêmes ils savent. Les Bahara, tout ça, ils savent. Mais pour ne pas laisser le peuple galvaniser et avoir une course et encore se déverser dans la rue pour prouver que réellement Faure Gnassingbé est en mauvaise posture, il faut toujours créer un climat d'interprétation bizarre et donner... C'est ça. Monsieur, c'est ça. Merci beaucoup sur ce sujet. Je voulais juste avoir votre avis très rapidement sur le sommet de l'Union africaine qui a pris fin hier à Nouakchott. Vous savez que le thème principal tourne autour de la corruption et des crises qui secouent le continent africain. Est-ce que, je vais commencer par vous, Fioclou, pour faire le dernier tour de table. Oui. Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui pour sa transformation? À mon point de vue, je donne une réponse négative. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Parce que avant que l'Afrique ne résolve ces genres de problèmes, il faut qu'elle mette fin aux problèmes d'ethnie et de régionalisation. Celui qui est du sud, du nord, de l'ouest doit être considéré comme citoyen à part entière. Les intérêts et les fruits, les labeurs doivent être partagés. Il n'y aura plus de minorité. Lorsque les gouvernants vont constater ou bien vont avoir en tête qu'ils gouvernent un peuple et non des animaux et que tout ce qui doit être fait dans leur intérêt est fait, là on peut parler de transformation. Mais pour le moment, moi je dis non. Les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies véritablement? Oui, les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'on ne lutte pas suffisamment contre la corruption. On ne lutte pas suffisamment contre la corruption. On n'a pas une vision assez claire pour pouvoir sortir de l'Afrique de l'ornière. Parce que si vous voyez un peu Kagame à ce sommet, pourquoi il s'est transporté là-bas, c'est bien vrai que c'est lui qui est le président en exercice, mais au-delà de ça, il veut donner un message à ses pairs. Parce qu'il dit que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Par l'Union européenne. Et 97% des projets initiés par l'Union africaine est financés par les bailleurs, c'est-à-dire que extérieurs. Mais dans ça, là, où est notre souveraineté? Vous voyez? Et en dehors de ça, on ne cherche même pas des passerelles pour autofinancer l'Union africaine. Et dans d'autres pays, c'est des autorités qui créent des situations assez dramatiques et qui ne font que plonger l'Afrique vraiment dans son état de sous-développement et retardent même l'évolution du continent. On parle même elle n'est pas encore prête. On parle de l'émergence. Mais les gens ont des projets pour l'émergence, mais ils attendent la veille de la date butoir pour commencer par poser certaines actions pour dire qu'ils vont vers l'émergence. Comment on peut aller à l'émergence quand on ne s'apprête pas? On ne met pas en place des initiatives et des projets assez, disons, convaincants et tracer la route pour cette émergence. On attend, on dit on a un projet, c'est à l'horizon 2030, pour certains c'est à l'horizon 2025, ils attendent 2024 pour amorcer 2025, certains attendent 2029 avant de mettre en place tout ce qu'ils ont comme stratégie, mais ça ne peut plus aller. Merci ça beaucoup. Ne va même pas marcher. Joël, le taux de l'émergence doit dépasser les 2 chiffres. Non, tu as bien posé la question, est-ce que l'Afrique est prête? Je dis non, l'Afrique n'est pas encore prête, mais l'Afrique se prépare courageusement. Moi, vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste. Il y a une prise de conscience, oui. Je suis optimiste parce qu'il ne faut pas se limiter aux comédies que nous faisons au Togo. Mais quand vous voyez sous d'autres cieux, vous voyez au Ghana, la décision... Vous parlez de la comédie qui se fait au Togo? Oui, mais justement, attends... Le confrère alternatif, justement, évoquait le sujet. Un Togo, un pays corrompu au sommet, anti-corruption de Nouakchott. Oui, justement. Attends, la Cour des comptes, depuis que la Cour des comptes a donné quel résultat aujourd'hui? La haute autorité qu'on a mis en place, la haute autorité qui a permis même à trouver un logement. Mais par contre, quand vous voyez dans les autres pays, vous voyez au Bénin, il y a des décisions courageuses qui sont prises. Au Ghana, des décisions courageuses qui sont prises. C'est-à-dire que de façon isolée, il y a des décisions qui sont prises, des initiatives qui sont prises de façon courageuse. Et je dis, l'Afrique se prépare. Mais peut-être le Togo, ça se fera avec l'alternance aussi. Merci beaucoup, Joël. Ambroise, 1 minute, on rend l'antenne. Les Occidentaux n'ont pas vu la Chine venir. Maintenant, ils ne veulent pas être surpris par l'Afrique qui va émerger comme la Chine. C'est pourquoi vous avez... Non, nos problèmes, est-ce qu'il faut les voir dans la figure des Occidentaux? Où il faut analyser la chose jusqu'au néo-impérialiste et au néo-colonialiste.
Vous allez voir qu'il y a eu un attentat au Mali à la veille du sommet. Et Macron, je ne sais pas ce que Macron cherche encore dans un sommet des chefs d'État africains. Moi, c'est un truc qui m'énerve souvent. Non, G5. Donc, ce sommet de G5, un petit sommet de G5 va occulter l'essentialité que l'Afrique devait discuter pour son avancement ou pour son développement. Lutter contre la corruption et puis parler du développement. On va encore parler de sécurité là-bas et laisser la corruption et le développement. Oui. C'est ça. Les gens ne voient pas derrière. Qu'est-ce que la France cherche? Et puis curieusement, il y a eu un attentat. Oui, voilà. Et vous allez j'ai suivi un monsieur hier. J'ai suivi un monsieur sur France 24 ou c'est sur TV5 Monde qui disait qui sera étonné de voir en Mauritanie, la Mauritanie elle-même, où on forme des djihadistes au nez et à la barbe du président et de tout le monde. Personne ne dit rien. Des djihadistes qu'on forme pour convoyer sur des terrains. Vous voyez ça? Monsieur, merci beaucoup. Oui, je voudrais dire que ces derniers temps, on a parlé de la Chine qui a truffé de micro le siège de l'OUA à Addis Abeba. Or, cette même Chine nous construit des palais, des bâtiments partout. Pour nos institutions. Pour nos institutions. Est-ce que nos gouvernants ont eu la présence d'esprit de vérifier si les micros ne sont pas. Merci beaucoup. Pendant que nous-mêmes, on n'arrive pas à contrôler ces micros, les Chinois même ont fait le test, ils ont vu comment ils peuvent réaliser ce qui se dira dans ce Parlement. Mais Dramani s'est plaint la fois dernière que nos techniciens n'arrivent pas à contrôler ce micro. C'est le micro du Parlement. Rendre un hommage. Je dois rendre juste un petit hommage à Dramani. Parce que le monsieur envoie un message depuis que les gens n'écoutent pas. Suivez son discours d'ouverture des sessions, vous allez comprendre que le monsieur sent quelque chose. Il n'est plus candidat, il a dit. Non, même pas ça. Le monsieur envoie souvent un message de conciliation, d'écoute et de fraternité à tout le monde. Mais les gens ne l'écoutent pas. Monsieur, merci beaucoup. Merci à Ambroise Ponjo. On vient d'avoir une information que la résidence du préfet de Vaud a pris feu. On reviendra là-dessus dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Ambroise Ponjo, Joël Lega, Acha Ibrahim et Fioklo à Dangonou. Merci à Adja Prosper pour la mise en onde. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.